Bonjour, bonjour. Bienvenue dans notre deuxième présentation, laquelle portera sur la diode Zener. Nous allons faire un bref retour sur ce composant. Tout d'abord, vous pouvez remarquer que le symbole s'apparente beaucoup à cela d'une diode standard, avec une légère différence. Vous pouvez retrouver plusieurs types de symboles, encore une fois, pour représenter une diode Zener, dépendamment des normes utilisées lors du dessin. Par contre, vous remarquez toujours que l'anode se retrouve du même côté qu'une diode standard, soit du sens de la flèche. La cathode, de l'autre côté, au lieu d'être représentée par une barre parfaitement droite, est représentée par peut-être quelque chose un peu en forme de Z, qui peut vous remémorer le symbole de la diode Zener. Débutons notre résumé. Tout d'abord, en polarisation directe. En polarisation directe, ce qui veut dire dans le bon sens de la flèche, nous pouvons considérer la Zener comme une diode classique. Le courant n'augmentera pas tant que nous n'atteignons pas une tension minimale de 0,7 volts et ensuite le courant va circuler presque comme dans un court-circuit, donc exactement comme une diode standard. Par contre, la diode Zener est utilisée dans son sens bloquant, dans le sens inverse d'une diode standard. Et son principe est lui aussi assez simple. Nous voulons atteindre ce qu'on appelle la tension de claquage, tension qui normalement aurait détruite une diode normale. Mais c'est la zone de fonctionnement d'une diode Zener. La diode Zener est donc bloquée à sens inverse, comme une diode normale, jusqu'à la tension de claquage. Lorsque la tension de claquage est atteinte, au lieu de détruire le composant, celui-ci va devenir passant et, encore une fois, presque comme un court-circuit, il va le garder une tension environ fixe à ses bornes. Du même principe que la tension de 0,7 est environ fixe à ses bornes ici, que le courant peut augmenter, du même principe, à sens inverse, il y aura une tension environ fixe, la tension V Zener. On peut donc dire que la Zener est conçue pour travailler à sens inverse, à partir de sa tension de claquage, mais sans détruire la diode Zener. Son rôle est donc habituellement la régulation de tension, car la Zener va conserver la tension V Zener, VZ, en polarisation inverse, mais sous trois conditions. Conditions bien simples. Tout d'abord, avoir atteint et dépassé la tension VZ. La tension donc de claquage pour rendre la Zener passante, à sens inverse. Elle doit aussi être traversée par un courant minimum. Pour que la diode soit passante, ça prend évidemment un courant minimum, qu'on appelle le courant Zener au genou de la courbe, donc à la base de la courbe, qu'on appelle IZG pour genou. Et elle doit ne pas dépasser le courant maximal qui est permis, le courant Zener maximal, IZM, lequel détruirait encore une fois la diode avec un courant beaucoup trop élevé. Si on se maintient dans ces trois conditions, la diode Zener devrait être fonctionnelle. Regardons la courbe caractéristique un peu plus en détail. Vous remarquez que dans la zone positive, quand la tension est positive à l'anode par rapport à la cathode, elle fonctionne comme une diode standard. Environ vers 0,7 ici, elle deviendra passante et conservera environ 0,7 à ses bornes.
Par contre, dans le sens bloquant, la Zener va bloquer le courant, la tension sera évidemment à ses bornes, jusqu'à ce qu'on atteigne le genou ici de la courbe. Et elle deviendra maintenant ensuite passante. Notre première condition est atteinte. Nous avons atteint le courant minimum, le courant IZG, au genou de la courbe. Et à partir de ce point-là, la diode Zener devrait conserver une tension VZ approximative tout au long de sa courbe jusqu'au courant maximal. La tension VZ est toujours par le manufacturier sur la fiche technique calculée environ au centre de la courbe, environ au centre entre le genou et le maximum, qu'on appelle le courant de test, le courant IZT. Bien évidemment, une diode Zener qui est supposée conserver environ, disons, 10 volts à ses bornes, conserve 10 volts à ses bornes exactement au point IZ test. Mais vous voyez qu'il peut y avoir une certaine petite variation. Si le courant est plus petit, on aura peut-être 9 et quelques volts, et si le courant est un peu plus haut, on aura peut-être 10 point quelques volts, mais c'est négligeable pour notre analyse. Habituellement, on est pas mal autour de la tension VZ, tant qu'on se maintient entre le courant de genou et le courant maximal. Bien évidemment, si on laisse trop de courant circuler, sans résistance qui limite le courant ou avec une trop haute tension à ses bornes, eh bien la Zener finira par être détruite lorsqu'on dépasse le courant maximal. Faisons un petit exemple qui nous demande un peu de déduction et de calcul mathématique, mais encore une fois relativement minime, et vous devriez être capable de déduire ces calculs sans nécessairement vous remémorer par cœur les formules que nous allons appliquer. Vous remarquez qu'encore une fois, nous avons un circuit très simple, avec une tension DC, une résistance qui limite le courant et la diode Zener. Vous remarquez que la diode Zener est dans son sens de fonctionnement, ce qui veut dire dans le sens inverse d'une diode standard. Si on l'avait placée de l'autre sens, elle n'aurait agi que comme une diode standard, gardée 0.7 volts à ses bornes et rien d'autre. Mais pour utiliser la diode Zener dans son bon sens, il faut la placer avec la cathode ici du côté positif et l'anode du côté négatif. Sur la fiche technique, nous retrouvons ces trois informations et rien de plus. Nous retrouvons, et c'est un exemple évidemment, que la tension VZ, dans le milieu de sa courbe de courant, devrait être de 10 volts. C'est donc une Zener qui a le rôle de réguler à 10 volts. Nous avons le courant minimum qui doit traverser la Zener pour la rendre passante. Courant minimum, IZ au genou de la courbe, est d'environ 0.2 mA. C'est relativement faible. Nous n'avons par contre pas le courant IZ maximum. C'est rare que nous allons voir le courant IZM sur les fiches techniques. Ce que nous allons habituellement voir, c'est la puissance maximum. Puissance, je vous rappelle toujours, quand on parle de puissance, vous pouvez le voir comme la chaleur. Quelle est la puissance qui peut être dissipée par cette diode? Eh bien, la fiche technique nous dit que c'est environ 1 watt. Nous avons donc 1 watt de puissance qui peut être dissipée. Si vous vous rappelez la formule de la puissance, c'est tout simplement la tension multipliée par le courant. Est-ce qu'on est donc capable, et encore une fois, vous pouvez faire pause à cette vidéo pour prendre le temps de le calculer de votre côté, est-ce qu'on est capable de déduire le courant maximum lorsqu'il y a 10 volts dans notre Zener pour ne pas dépasser 1 watt de puissance? Et ensuite de ça,
il faudra déduire ma source DC ici. Sur quelle plage de variation est-ce qu'elle fera bien son travail? Quel est son travail ici à mon circuit? C'est de garder 10 volts fixes à ma sortie. Si je mets seulement 5 volts, évidemment, ça ne fonctionnera probablement pas. Et si je mets 500 volts, est-ce que la diode sera brûlée? Quelle est la plage de fonctionnement de mon circuit? Débutons en 4 petites étapes. Première étape. Comment trouver le courant maximal permis dans ma Zener? Courant maximal, on ne veut pas dépasser 1 watt. 1 watt avec 10 volts. On se rappelle que la tension multipliée par le courant donne la puissance. On peut donc diviser la puissance par la tension pour obtenir le courant. 1 watt dans 10 volts aura donc un maximum de 100 milliampères qui pourra traverser ma diode Zener avant de la détruire. C'est donc son courant maximum avant de devenir trop chaude, on pourrait dire, et d'être endommagée. Nous avons donc trouvé notre IZM. Allons-y maintenant avec notre IZM. Si nous avons 100 mA maximum qui peut traverser ma diode, ça veut dire, comme c'est un circuit série ici, il peut avoir 100 mA qui traverse ma résistance. Quelle est la chute de tension de 100 mA dans une résistance de 200 ohms? Nous devrions facilement calculer I fois R, 100 mA dans une 200 ohms, il y aurait 20 volts de chute de tension ici. On peut donc avoir 20 volts de chute de tension dans ma résistance et 10 volts de chute de tension fixe dans ma Zener avant de dépasser le courant maximum. On pourrait donc dire que ma source ne peut pas dépasser 30 volts. Avec 30 volts, il y aura donc 20 volts ici, 10 volts ici et un courant de 100 mA qui circule. Supérieur à 30 volts, il y aurait plus de 100 mA qui circuleraient et j'endommagerais ma Zener. Avant de donner nos deux limites, allons maintenant avec le courant minimum. Le courant minimum est de 0,2 mA. Du même principe, s'il faut au minimum 0,2 mA qui circulent dans mon circuit, 0,2 mA dans une 200 ohms me donnera une très faible tension, quelque chose comme 40 mV. Il faut donc au minimum 40 mV ici, 10 volts ici, pour avoir un courant de 0,2 mA. En bas de cette tension totale, nous allons avoir moins que 0,2 mA et la Zener n'aura pas sa condition pour être passante. Elle n'aura pas son courant minimum. On peut donc résumer notre valeur minimum comme étant 40 mV ici, 10 volts aux bornes de ma Zener. Ma source ne doit donc pas descendre en bas de 10,04 volts pour pouvoir conserver 10 volts à ses bornes. Donc évidemment, à 9 volts, il n'y aura pas de courant suffisant pour circuler. On ne pourra jamais rendre la diode passante et elle ne pourra jamais avoir 10 volts à ses bornes. Et le courant maximum que nous avions déduit tantôt, 20 volts aux bornes ici, 10 volts aux bornes de la Zener, pour un total de 30 volts donné par ma source. Au-delà de 30 volts, ma diode serait détruite. C'est notre conclusion. Pour qu'une tension de sortie dans notre petit circuit régulateur reste toujours stable à 10 volts, la source pourrait passer de
10.04 à 30 volts sans problème. En dessous de 10.04, ma Zener serait bloquée car je n'ai pas le courant de genou minimum. Et au-dessus de 30 volts, ma Zener serait détruite car je dépasserais le courant maximum. C'est notre petit exemple mathématique utilisant la Zener en mode régulation. Si on regarde justement la fiche technique d'une des Zener, regardez ici. C'est une Zener, la 1N5231C, qui peut laisser dissiper 1 demi-watt, donc 500 milliwatts, et qui aura V Zener de 5 volts environ. C'est donc une Zener qui conserverait 5 volts à ses bornes tant qu'on ne dépasse pas ou qu'on a un courant suffisant pour la rendre passante. Est-ce qu'on peut appliquer cette Zener pour améliorer notre circuit de chargeur USB qu'on a vu dans la première présentation avec 7 diodes standards en série? Eh bien oui, avec la 1N5231C, nous pourrions très facilement faire un circuit de chargeur USB conçu avec une diode Zener. La diode Zener conserverait toujours 5 volts à ses bornes, même si on applique une tension provenant par exemple d'une batterie d'automobile de 12 volts. Le reste de la tension et le courant seraient limités par une résistance, et il faudrait, comme on a vu dans notre petit exemple mathématique, choisir une résistance appropriée pour notre circuit. On aurait donc un circuit très simple, capable de charger un port USB. En dernier exemple, si on reprend notre circuit limiteur avec une forme d'onde AC maintenant, au lieu d'une forme DC, qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, dans l'alternance positive, la tension viendrait ici, pourrait traverser ma diode Zener, et on aurait la tension VZ à ses bornes. La tension ne pourrait donc jamais, à la sortie, dépasser VZ. Ce serait ma tension maximale de mon alternance positive. Mais lors de l'alternance négative, ma tension positive serait, on pourrait dire, par en bas. Ma diode Zener serait passante, mais comme une diode standard. Dans ce cas-là, il faut la traiter exactement comme une diode standard. Il y aurait 0.7 volts à ses bornes, et à ma sortie, je ne pourrais donc jamais avoir plus que 0.7 volts dans l'alternance négative, donc moins 0.7. C'est comme ça qu'il faut voir la diode Zener. Sa tension Zener est limitée dans le sens opposé à une diode standard, mais dans le sens passant d'une diode standard, il faut la traiter comme une diode tout à fait normale. Évidemment, nous ne sommes pas rentrés dans les calculs très précis, calculs qui sont rarement utiles lors du dépannage. Il est vrai que, nous, comme on a dit, on ne conserve pas nécessairement exactement V Zener tout au long de la courbe, car il y a un petit effet résistance au fur et à mesure que le courant varie. Il peut y avoir une petite variation dans mon courant, dans ma tension Zener. Mais ce n'est qu'à utiliser si vous faites des calculs très précis, et pour la majorité des circonstances, il ne faut pas trop se casser la tête. Encore une fois, merci pour votre visionnement, merci pour votre attention, je vous souhaite une excellente semaine et vous pouvez encore consulter les sources desquelles j'ai tiré l'ensemble de ces informations. Je vous souhaite une excellente journée.